regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un mot de notre sponsor, un des leaders dans son domaine, avec ses 38 millions d'utilisateurs, j'ai nommé CyberGhost VPN. Commençons par le commencement, qu'est-ce qu'un VPN? VPN ça veut dire réseau privé virtuel, en gros un VPN ça sécurise ta connexion, peu importe où tu te trouves, ton adresse IP est masquée, tes données sont chiffrées, tu pourras surfer sur le web en sécurité. On est au mois d'octobre, l'automne, Halloween et les fameux Pumpkin Spice Latte de Starbucks. Si tu es chez Starbucks et que tu utilises leur Wi-Fi, sache que ta connexion n'est pas sécurisée. Un VPN va non seulement pallier à ça, mais en plus, CyberGhost ne conserve pas et ne partage pas tes données. Tu vas aussi pouvoir débloquer plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et j'en passe. Avec 8000 serveurs dans 90 pays différents, les plateformes de streaming n'auront plus de secrets pour toi. CyberGhost, c'est un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, donc vas-y les yeux fermés. Et la plateforme est super facile d'utilisation, pas besoin d'être un expert en informatique. Tu télécharges le programme sur ton ordi ou l'appli sur ton mobile et laisse-toi guider, tu verras, c'est un jeu d'enfant. Ton abonnement te permet de protéger jusqu'à 7 appareils, donc fais-en profiter qui tu veux. CyberGhost est compatible avec toutes les interfaces, Windows, Mac, Smart TV, même console de jeu. En t'abonnant avec le lien en barre de description ou en commentaire épinglé, tu peux bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Et cerise sur le gâteau, si tu n'es pas satisfait ou satisfaite, tu as 45 jours d'essai offerts. Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il parle français. Donc vraiment, t'es entre de bonnes mains, alors fonce t'abonner. Dis-moi, mon cher panda, est-ce que tu te souviens de l'affaire des clowns tueurs? Non, je ne parle pas de Pennywise, le clown du livre Ça, de Stephen King, encore que c'est une première version du clown traumatisant. Enfin, techniquement, le clown qui a détruit la réputation de tous les clowns, on le connaît tous, c'est John Wayne Gacy. Après lui, le fameux livre Ça de Stephen King, probablement un peu inspiré du vrai tueur en série, John. Une première adaptation au petit écran du roman de King sort en 1990 et va traumatiser toute une génération. Et plus récemment, à l'automne 2014, surtout à la période d'Halloween, l'étrange phénomène des clowns tueurs refait surface sur les réseaux sociaux cette fois. YouTube, Facebook, on a eu le droit à des vidéos de prank en veux-tu, en voilà, et même si le phénomène prend racine aux États-Unis, la paranoïa va aussi s'emparer de la France. Dans ces vidéos de prank, on voit des gens qui s'amusent à faire peur en se déguisant en clown. Parfois, c'est tout simplement le déguisement qui fait flipper. Le pranker ne fait rien de particulier, il est juste là, debout, habillé en clown, et ça suffit pour faire peur et donner des cauchemars. Dans d'autres vidéos, la blague va bien plus loin. Je te mets un lien en description vers une vidéo de Feldup. Il parle de ce phénomène un peu plus en détail dans son 90e Findings. Les pranks des clowns tueurs vont tellement loin à cette époque que la panique monte. On croit que ces farceurs, ces prankers sont des personnes vraiment dangereuses qui veulent vraiment tuer des gens ou faire du mal. Ça va tellement loin que le JT, même en France, fait des avertissements à la population. Les parents d'élèves reçoivent des avertissements du corps enseignant. Faites attention à vos gosses quand vous les laissez sortir tout seuls. Une parano similaire à la panique satanique des années 80. Ah, quand le monde est en panique, il est en panique. Maintenant, dire que les clowns tueurs n'existent pas, c'est faux. Le plus connu, bien sûr, donc le killer clown, John Wayne Gacy, le tueur en série qui est presque à l'origine de la coulrophobie. Au cas où tu ne le sais pas, la coulrophobie, c'est éprouver une peur intense et irrationnelle des clowns. Pourquoi, te demandes-tu, personne très courageuse que tu es, qui ne flippe pas devant ces monstres à la perruque orange et au gros nez rouge? On ne sait pas vraiment. Les psychiatres qui se sont penchés sur la question, comme le docteur Martha Anthony ou le docteur Ronald M. Doctor, oui, un docteur qui s'appelle Doctor, et qui s'appelle aussi Ronald comme un clown, Ronald McDonald, clown qui au passage est lui aussi très flippant. Donc ces docteurs, ils ont leurs théories, sans doute le maquillage figé, les expériences aussi traumatisantes dans l'enfance, etc. Aux USA, la coulrophobie est plus présente au sein de la population que d'autres peurs telles que la peur des fusillades. C'est quand même n'importe quoi. Pourtant, t'as bien plus de chances de mourir dans une fusillade que des mains d'un clown. Si tu es prête à affronter ton pire cauchemar, on s'envole pour les États-Unis et plus précisément dans le Michigan, là où naîtra l'un des personnages principaux de notre histoire. Marlene Warren, née Marlene Marie McKinnon, née le 15 avril 1950 à Macomb, dans le Michigan. Marlene est très proche de sa mère Shirley, avec qui elle a une forte complicité. Très jeune, Marlene se marie
à un homme appelé John Arens. Le couple donnera naissance à leurs deux fils, John Jr. et Joseph. Marlène devient maman en pleine adolescence elle-même, à 15 ans seulement, ce qui est plutôt atypique même dans les années 50. Dans ce tableau tranquille, rien ne prédispose le couple à se séparer, et pourtant John et Marlène se quittent. La jeune femme a alors 20 ans. À peine 2 ans plus tard, Marlène tombe follement amoureuse d'un autre homme, un certain Mike Warren. Il a 3 ans de moins qu'elle, et il deviendra son époux. En 1972, la relation est officialisée avec Mike. Ensemble, le couple déménage, ils se rendent en Floride, puisque c'est dans cet état que vivent les membres de la famille de Mike Warren, donc la belle famille de Marlène. Wellington est une ville située dans le comté de Palm Beach, elle se trouve dans le sud de l'état de Floride et fait partie de la région métropolitaine de Miami. La ville de Wellington est réputée pour ses activités équestres, donc ses chevaux, en particulier le polo et le saut d'obstacles. Chaque année, la ville accueille des amateurs de chevaux du monde entier. C'est une ville qui dispose d'une qualité de vie élevée, proposant de nombreuses activités en plein air à ses touristes et à ses habitants, souvent des retraités, qui finissent par s'y installer. Le climat en fait une destination attrayante pour ceux qui veulent du soleil tout au long de l'année. Alors pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux comme TikTok, Reddit, etc., on se moque à ce point de la Floride? En général, les affaires criminelles sont considérées comme information publique dans cet état, ce qui signifie que certaines données peuvent être très facilement accessibles. Résultat, on a droit au célèbre Florida Man, à traduire par un homme en Floride, qui est donc fait ci, fait ça, etc. Au point où ça en est devenu un mème. Quelques exemples. Un homme en Floride essaye de voler à un GameStop en portant un sac transparent sur sa tête. Ou bien encore, en Floride, un homme en a marre d'attendre à l'hôpital, il vole une ambulance et rentre chez lui. Alors attention, ça ne veut pas dire que la Floride est plus riche en débiles que d'autres endroits, hein. C'est simplement parce qu'on a plus facilement accès à l'information et donc plus facilement accès à ces affaires cocasses. Et ce soir, il est question d'une habitante en particulier, une femme très intelligente et pleine de ressources, Marlène. Son nouveau mari, Mike Warren, dans un premier temps, il trouve un emploi d'inspecteur alimentaire, et en même temps, le couple investit dans l'achat de propriétés. Le business est florissant, tout sourit à Marlène qui gère les affaires d'une main de fer. Dans le couple, c'est Marlène le cerveau. Grâce à tout l'argent généré par leurs 17 propriétés, son époux Mike peut se permettre de quitter son travail. Il rachète un garage de voitures d'occasion, le nom de ce garage, Bargain Motors. Bargain, ça veut dire bonne affaire. Le couple devient tellement fortuné qu'ils achètent une maison dans un quartier huppé et pas n'importe lequel, le quartier Aéroclub. Tout a l'air parfait, mais il y a un détail que je t'ai volontairement caché jusqu'ici, c'est le penchant de Mike pour le côté obscur. En 1983, Mike est arrêté pour falsification de compteur kilométrique, magouille qui lui permet de vendre ses voitures plus chères. Je t'ai dit, c'est pas lui le cerveau dans la famille. Mike écope d'une peine de 18 mois de probation, c'est-à-dire liberté conditionnelle. Il ne va pas derrière les barreaux. Cette erreur de parcours ne va pas empêcher notre cher Mike de retomber sur ses deux jambes et même d'acheter une propriété à Wellington. Wellington, la ville dont je parlais tout à l'heure. Mike et Marlène, ce sont clairement des gens qui ne manquent de rien. Mike possède même un avion et une licence de pilotage, alors on n'a pas tous les mêmes hobbies. Marlène, elle est décrite comme une femme agréable, sympathique, une mère dévouée envers ses garçons, mais son mari se retrouve souvent mêlé à des histoires bien cheloues, à se demander ce qu'elle fout avec un type pareil, vu toutes les qualités qu'on prête à la mère de famille. D'ailleurs, Marlène se confie à sa maman, dont elle est proche, je le rappelle. Elle lui dit qu'elle suspecte son mari d'entretenir une relation avec une autre femme. Classique. Marlène ira même plus loin. Elle dit à sa mère que s'il lui arrive quelque chose, Mike serait sans doute le coupable. Ce sont des propos très forts, inquiétants. On n'est pas sur de simples disputes genre il ramasse pas ses chaussettes, mais sur la possibilité que ces tensions au sein du couple aboutissent à une tragédie. Et au passage, si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi un mec ça ramasse pas ses chaussettes, ça ramasse pas. Enfin, ça ramasse rien en fait. J'aimerais bien qu'on m'explique. Un jour, Marlène fait face à une des plus terribles épreuves que la vie puisse mettre sur le chemin d'une maman. Être plein aux as, ça met pas forcément à l'abri du malheur. À l'automne 1988, John Jr., son fils aîné, meurt dans un terrible accident de voiture. Il n'a que 22 ans. Le jeune homme ne s'arrête pas à une intersection, il entre en collision avec un autre véhicule. L'autre personne impliquée dans cet accident, Emilia Gonzalez, survivra et on n'en sait pas plus à ce sujet. À la suite de cette douloureuse épreuve pour cette famille brisée, le couple Marlène-Mike bat sérieusement de l'aile, laissant le petit Joseph, qu'on surnomme Joe, dans l'incompréhension. La descente aux enfers se poursuit et on va sombrer très profond. Nous sommes le samedi 26 mai 1990, il est 10h45, une voiture blanche s'avance dans l'allée de la maison des Warren.
Toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Marlène s'arrête dans ses activités, elle préparait tranquillement le petit déjeuner de son fils Joe. Joe a ramené quelques copains à la maison pour profiter du week-end. D'ailleurs, il vient de se casser la jambe après un petit accident de voiture, il a un plâtre. Donc Marlène se dirige vers l'entrée, elle ouvre la porte et se retrouve face à face avec, tu l'as peut-être deviné, un clown. Et tel un clown digne de ce nom, il porte une perruque orange, un gros nez rouge, ses yeux marrons fixent Marlène. Et comme si c'était pas assez creepy, dans ses mains, l'étrange personnage tient 2 ballons. Le clown a également un petit panier avec à l'intérieur des fleurs des œillets. D'un coup, Joe entend un gros bruit, inquiet il se redresse pour voir ce qu'il se passe, il découvre sa mère au sol et lève les yeux vers le responsable. Le clown le fixe de ses yeux perçants couleur marron, il est d'un calme déconcertant, il quitte les lieux en marchant, il retourne à son véhicule et quitte la scène comme si de rien n'était. Joe essaie de pourchasser l'individu malgré sa jambe cassée, il court vers la voiture de sa mère et pourchasse le clown, clown qui malheureusement finit par le semer. Le bruit des coups de feu, bah oui parce que c'était des coups de feu, il y en a eu plusieurs aussi, donc les bruits des coups de feu et les cris du pauvre Joe alertent les voisins qui se précipitent chez Madame Warren. C'est un véritable carnage que Bill Kramer, un voisin, va découvrir. Marlène a été touchée de 2 coups de feu en plein visage. Bill, le voisin, pensait avoir entendu les bruits d'un pistolet à clous. En réalité, il s'agissait d'une fusillade. Ce type de blessure est certes impressionnant, mais Marlène respire encore. L'épouse de Bill Kramer appelle le 911. Un autre voisin est aussi présent sur les lieux par chance, il est médecin. Il fait avec les moyens du bord, il demande une cuillère pour dégager les voies respiratoires de Marlène. Bien sûr, Marlène est transportée à l'hôpital, elle est dans un état critique. De son côté, Joe, qui a rejoint sa mère, téléphone à son beau-père Mike, vient tout de suite à l'hôpital, c'est maman. Au moment où il reçoit ce coup de fil, Mike est en voiture avec 2 amis, ils se rendaient à Miami, ils font demi-tour pour se rendre au chevet de la pauvre Marlène. Après 2 jours de prière et d'attente insoutenable, le médecin leur annonce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle. La famille Warren prend la terrible décision de débrancher les machines. Marlène succombe à ses blessures, elle s'éteint à l'âge de 40 ans. Ce qui au départ est une enquête ouverte par la police pour agression à main armée se transforme en investigation pour meurtre. Bill Campbell, le détective en charge de cette affaire, commence bien sûr par interroger le fils de la victime, il était présent sur les lieux au moment du drame. Elle est allée répondre à la porte, explique Joe, il y avait ce clown avec des ballons et un petit panier, et on a entendu un bruit très fort. Le clown n'a rien dit, mais ma mère a dit « Oh, c'est gentil », en tendant la main pour prendre ce qu'elle pensait être des cadeaux, les fleurs et les ballons. Pour moi, ça semblait être un homme, continue Joe, à cause des grandes mains et de la taille de la personne. Avec si peu d'éléments, la police émet un bolo, be on the lookout, c'est une instruction pour les autorités et aussi pour le public de garder les yeux ouverts. Bon bah si vous voyez un clown à bord d'une voiture blanche, voilà, prévenez-nous. Mais qui est donc ce clown tueur? Impossible de déterminer l'identité de la personne puisqu'elle est maquillée, déguisée et surtout elle s'est carapatée. Tout ce que les voisins savent, c'est que ce meurtrier conduit une voiture blanche, et plus précisément un modèle de voiture très en vogue dans les années 90, une Chrysler Le Baron. Le Blaze fait rêver. Le modèle de la voiture est un vrai problème, il existe une énorme quantité de Chrysler sur le marché dans les années 90, bon, c'est genre la Super 5 dans les années 90 en France, quoi. On cherche une aiguille dans une botte de foin. Même si l'exercice promet d'être laborieux, l'équipe en charge de l'enquête prend en considération ce point, et c'est peut-être grâce à cette voiture qu'on découvrira l'identité du tueur. En attendant de mettre la main sur le véhicule, penchons-nous sur l'autopsie. Les balles retrouvées dans le corps de Marlène correspondent à un calibre 38 ou 357 Magnum. L'assassin a laissé des preuves sur les lieux du crime, on peut supposer que soit il s'en fout, soit c'est tout simplement son premier meurtre, un débutant quoi. Les ballons et les fleurs qui sont tombés des mains de la victime sur le pas de la porte pendant le meurtre deviennent aussi des pièces à conviction. Les policiers réussissent à trouver la boutique où ces éléments ont été achetés, un supermarché Publix à quelques kilomètres de la maison des Warren, et les employés qui travaillent ce jour-là chez Publix, ils peuvent témoigner au sujet de la personne recherchée. Ce n'est pas un homme aux grandes mains que Joe a aperçu, mais c'est une femme blanche de grande taille qui a acheté les fleurs et les ballons 1 heure et demie avant la fusillade. Sous le coup de l'émotion, on peut théoriser que Joe s'est simplement trompé et a pensé qu'il s'agissait d'un homme parce que cette femme en question est plus grande que la moyenne. Une autre révélation intéressante va être faite cette fois par une employée d'un magasin de déguisement. 2 jours avant le meurtre, soit le 24 mai, à 9h22, une grande femme
blanche de peau, qui portait des gants, est venue acheter un déguisement de clown. Elle est entrée dans la boutique et elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle a payé en espèces et s'en est allée. Et ce que les enquêteurs n'ont pas prévu, c'est un appel téléphonique anonyme à 13h33, quelques heures seulement après la fusillade. À l'autre bout du fil, une voix féminine qui prononce une seule phrase et raccroche: Vous devriez surveiller Mike et Sheila. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mike est responsable, comme l'avait confié Marlène à sa mère? À première vue, non. Mike a un alibi des plus solides et même des témoins. Au moment du drame, on se rappelle qu'il est en voiture avec deux amis. Pourtant, sa possible implication dans le meurtre de sa femme ne paraît pas complètement tirée par les cheveux. Pendant les mois qui suivent le début de l'enquête, les journalistes et les citoyens américains vont fortement le suspecter. Hashtag c'est toujours le mari. La police l'interroge après les faits, on lui demande s'il connaît des ennemis à Marlène. Il répond que non. On se penche ensuite sur les 17 propriétés que le couple possède, un locataire en colère peut-être, on interroge les locataires et tous adoraient Marlène qui parfois fermait les yeux sur des loyers payés en retard. Et au passage, les propriétés du couple étaient louées à des prix abordables pour des familles moins fortunées qu'eux, donc très généreux les Warren. Les années qui suivent l'assassinat, le passé de Mike est décortiqué par la police qui en découvre des vertes et des pas mûres. On y vient dans 2 minutes. Cette affaire hors norme fait bien sûr la une des journaux. En même temps, on dirait le synopsis d'un film d'horreur ou une version IRL d'un roman de Stephen King. Et du coup, Sheila, qui est cette personne, celle qui est mentionnée dans l'appel anonyme, l'appel mystère, un mystère que la police va Sherlock Holmeser comme il se doit. Âgée de 28 ans au moment des faits, Sheila Sheltra est une belle brune qui grandit en plein cœur de la Floride dans une communauté rurale. Elle se marie à Richard Keane en 1987. Richard a 20 ans de plus qu'elle. Bon, à la rigueur, l'âge, on s'en fout. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que Richard, c'est loin d'être un type qui fait rêver. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du Ku Klux Klan, une bande de gros racistes suprémacistes, blancs, qui adorent brûler des croix et prêcher la haine d'autrui. Enfin, pas vraiment la haine d'autrui, en fait, la haine de toute personne non blanche. Impliqué dans le trafic de marijuana, Richard se fait arrêter. En prison, Sheila ne renonce pas à son amour. Elle débarque en Géorgie juste pour se rapprocher de lui, puisque c'est là-bas que monsieur est incarcéré. Et à la libération de Richard, le couple décide de déménager. Ils se rendent, tu l'as deviné, en Floride. Mais en janvier 1990, la jeune femme quitte le foyer familial, emprisonnée dans une relation abusive. Elle prend la fuite et demande une injonction d'éloignement à l'encontre de son mari Richard au motif de violences domestiques. Par la suite, elle loue un appartement à Pine Ridge avec l'espoir peut-être de refaire sa vie. Ce n'est qu'en 1999 que Sheila divorcera officiellement de son mari. La jeune femme travaille dans le secteur automobile, elle se charge de la reprise de voitures, en gros elle est chargée de récupérer les véhicules de personnes qui ne s'acquittent pas de leur paiement. Il s'agit donc de voitures qui sont achetées à crédit. Et comme par hasard, Sheila et son mari Richard, en tout cas au moment où elle est toujours mariée avec lui, ils vont être embauchés par Bargain Motors, le garage de Mike Warren. Une amitié très forte se tisse entre le patron, Mike, et Sheila, l'employé, au point où des rumeurs circulent. On se demande s'ils ont une liaison tous les deux. Certains voisins pensent même que Mike et Sheila sont mari et femme, tellement ils sont tout le temps ensemble. Les rumeurs finissent bien sûr par arriver aux oreilles de Marlène, qui un jour débarque au garage, elle ferme la porte du bureau de son mari et commence à lui hurler dessus. Tu quittes ta maîtresse ou je divorce et je te prends tout. Ou plutôt, je te laisse avec rien, puisque la fortune du couple, c'est surtout Marlène qui en est à l'origine. Sheila, de son côté, elle a une particularité bien particulière et même plusieurs. La première, sa réputation auprès de ses collègues chez Bargain Motors. Comment elle procède pour récupérer les voitures auprès de ses clients? Paraît-il que parfois elle promet des faveurs sexuelles dans des motels. Une fois sur place, l'heureux client se retrouve en réalité avec une arme pointée sur sa tempe. Donne les clés de la voiture, c'est pour mon patron. Autre particularité de Sheila, c'est son casier judiciaire. En effet, la jeune femme a été impliquée dans quelques affaires de vol, rien de méchant, mais casier judiciaire quand même. Ce qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est son physique. Grande, élancée, brune, les yeux marrons, elle correspond parfaitement au signalement des employés de Publix et du magasin de déguisement. Quand les policiers montrent une photo de Sheila, les employés trouvent que cette femme ressemble énormément à la cliente en question, la cliente qui a acheté les fleurs, les ballons et bien sûr le déguisement de clown. Mike a déjà donné son alibi, il était ailleurs au moment du meurtre, on le sait, mais qu'en est-il de Sheila? Ce samedi 26 mai, elle explique qu'elle était au travail. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle dit la vérité? Accroche-toi pour ce qui va suivre. Nous sommes le 30 mai, donc moins d'une semaine après le meurtre.
La fameuse voiture blanche est retrouvée abandonnée sur un parking. C'est un véhicule volé qui a été déjà signalé aux autorités comme volé, et il y a une histoire assez incroyable derrière cette Chrysler Le Baron. Cette voiture appartient à un garage dont le nom est Payless, payer moins en français. Cette voiture était louée par un couple qui, au moment de la rendre, téléphone à Payless. Bonjour, comment on fait pour rendre la voiture? Laissez-la sur tel parking à telle adresse avec les clés dans le pare-soleil. Le couple est étonné, mais il s'exécute, et le lendemain matin, la voiture disparaît, elle est volée. Et avec l'enquête, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le garage Payless que le couple a contacté, mais sûrement Bargain Motors, qui a une annonce dans certains journaux locaux, annonce dans laquelle le mot Payless est utilisé en gras taille de police 200 000, et donc ça porte à confusion. Maintenant, intéressons-nous à ce que la police trouve à l'intérieur de cette voiture volée. Des cheveux de perruque orange et aussi des vrais cheveux naturels de couleur brune. Il faut savoir que les années 90 sont une période cruciale pour l'évolution de la médecine légale, notamment en ce qui concerne l'analyse ADN. Des avancées vont grandement améliorer la capacité des experts médico-légaux à identifier les suspects, résoudre des affaires et parfois même à innocenter des personnes injustement condamnées. La création de bases de données ADN comme le CODIS aux États-Unis permet de stocker et comparer les profils, mais puisque notre cas prend place en 1990, ces technologies sont en plein essor. Ce que ça veut dire pour notre affaire, c'est que quand Sheila est interrogée par la police et qu'elle offre d'elle-même, sans qu'on lui demande, un de ses cheveux pour être innocentée, la police l'analyse, mais le résultat n'est pas concluant, on n'a pas une concordance à 100%. Pourtant, on est persuadé que Sheila est impliquée. Et pour la coincer définitivement, l'équipe en charge de l'investigation réussit à obtenir un mandat de perquisition. On procède à la fouille de l'appartement de la jeune femme. Celle-ci affirme qu'elle possède un revolver de calibre 38 qu'elle porte lorsqu'elle travaille, un fait qui sera confirmé par Richard, son mari. Cependant, quand on demande à Sheila de fournir cette arme, elle a une excuse, des plus bidons. Je l'ai perdu, un mois avant les faits. Où est le pistolet? Je sais pas, pickpocket, métro, ligne 13, bon, comme par hasard. Malheureusement pour les policiers, au domicile de Sheila, on ne retrouve rien qui puisse servir à l'enquête, pas de costume, pas de fleurs, rien qui confirme leurs soupçons. Ils vont quand même garder précieusement les 2 échantillons prélevés dans la voiture, les cheveux de couleur orange, les cheveux bruns, et aussi des fibres du tapis de la voiture. En fouillant le garage Bargain Motors, on se souvient la société de Mike, là où Sheila travaille, l'équipe d'experts ne trouve rien de probant non plus concernant le meurtre. Mais d'autres trouvailles vont permettre à la police de coincer Mike pour d'autres crimes. En 1994, il est reconnu coupable de vol qualifié, donc on se rappelle les magouilles sur les compteurs kilométriques, etc. Et il fait aussi d'autres trucs pas nets. Mike est arrêté, emprisonné pour 9 ans, mais il sera libéré en 1997. Concernant Marlène, le temps passe et aucun procès n'est envisageable, tout simplement parce que l'enquête stagne. On n'a pas suffisamment d'éléments pour désigner un ou une coupable. Aucun élément ne lie formellement ni Mike, ni Sheila, ni personne d'autre au meurtre de Marlène. Le fils de la victime, Joe, reste persuadé que son père est lié au meurtre de sa mère. Les médias se demandent en effet si Mike n'avait pas engagé un homme de main pour se débarrasser de sa femme, meurtre qui lui aurait permis de s'approprier tous les biens du couple avant que Marlène ne puisse demander le divorce. Bilan de l'enquête. Des témoignages incriminants certes, mais pas de preuves matérielles. Un seul témoin clé, Joe, qui assure avoir vu un homme, un alibi béton pour Mike, Sheila qui nie fermement avoir une relation amoureuse avec Mike, l'enquête stagne. Est-ce que le meurtre de Marlène va devenir un cold case? C'est en train. Et c'est rageant, parce qu'avec tous les indices qu'on a sous la main, on se dit qu'il est évident que Sheila et ou Mike sont les auteurs du meurtre. Les preuves dont dispose la police sont seulement circonstancielles, dans certaines affaires c'est suffisant, dans d'autres ça ne l'est pas. Et ici, ce n'est pas suffisant, l'enquête finit doucement par s'essouffler. Et là, plot twist, devine qui va à Las Vegas pour se marier en 2002. Sheila et Mike, bien sûr. Ensemble, ils quittent la Floride pour la Virginie, ils emménagent dans la ville d'Abington, et c'est dans la ville de Kingsport, dans le Tennessee, que le couple ouvre un restaurant, la Vache Pourpre. Tout va bien pour Mike et Sheila, les amoureux coulent des jours heureux, et Marlène est 10 feet under. Oh, c'est presque mignon leur histoire là, après tout ce temps, ils sont encore amoureux. 12 ans après le meurtre de Marlène. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, on peut officialiser, cold case, voilà, ils sont plus derrière nous. Il faudra attendre plus de 20 ans après les faits pour que l'enquête soit rouverte. En 2013 précisément, l'investigation reprend vie, des analyses plus poussées voient le jour, les cheveux synthétiques retrouvés dans la voiture peuvent être exploités, et plus tard, en 2017, d'autres avancées ADN permettent d'analyser les cheveux bruns retrouvés dans la voiture. La vérité éclate au grand jour, les cheveux bruns sont ceux de Sheila.
En 2017, Sheila Keane Warren, oui maintenant elle s'appelle Warren, elle a volé le mari de l'autre. Donc Sheila est arrêtée pour meurtre au premier degré impliquant une arme à feu. On peut même voir son arrestation en vidéo, elle est embarquée dans une voiture de police, elle nie fermement être l'auteur de cette étrange fusillade. Non, ce n'est pas elle qui a tué l'épouse de, de son mari dont elle était la maîtresse à l'époque. Au moment de cette arrestation, Sheila et Mike ont déjà pris leur retraite grâce à leur restaurant qui leur a rapporté beaucoup d'argent. Sheila est extradée vers la Floride où elle doit être jugée. Je le rappelle, c'est en Floride que le meurtre a eu lieu, donc elle doit être extradée. Le jour du procès est sans cesse reporté, mais une date finale tombe enfin, ce qui nous amène au 25 avril 2023. Et si contrairement à moi tu sais compter, entre l'arrestation en 2017 et le procès en 2023, on a 6 ans qui se sont écoulés. Et pendant ces 6 années, Sheila, 59 ans, plaide finalement coupable de meurtre au second degré, une position qui résulterait de ces 6 années d'incarcération. Ah, la détention provisoire, ça fait réfléchir. Je précise quand même qu'au départ, elle plaide non coupable, et malgré son changement d'avis sur son plaidoyer purement stratégique, elle continue de déclarer qu'elle est innocente. Pour l'avocat de Sheila, le but est de regagner la liberté le plus rapidement possible. Il déclare que sa cliente est innocente. Ce qu'il essaie de faire surtout, c'est exploiter les failles du système judiciaire. Le procureur général de l'État de Floride de Palm Beach, Dave Ehrenberg, rend son verdict. 12 ans de prison. Pour Sheila, qui a déjà fait 6 ans, il lui reste la moitié à purger. Et je me demande même si elle ne va pas sortir plus tôt, vu que visiblement ça se passe très bien pour elle derrière les barreaux, elle se tient bien. Elle est intelligente. Le procureur conclut l'affaire en ces termes. Sheila Keane Warren a enfin été contrainte d'admettre qu'elle était celle qui s'était déguisée en clown et avait pris la vie d'une victime innocente. Elle sera une meurtrière reconnue coupable pour le reste de ses jours. Mais l'avocat de la coupable se réjouit d'une telle issue. Il dit que c'est une véritable victoire pour Madame Keane Warren, même si la peine de Sheila semble dérisoire et même si le peuple américain est révolté d'une peine si légère, au moins justice a été rendue. Sheila est désormais considérée comme une meurtrière et c'est déjà une victoire pour la victime et pour son fils Joe. Marlène repose aux côtés de son fils aîné John au cimetière de Palm Beach. De son côté, Mike coule des jours tranquilles dans sa maison en Virginie. Il a 70 ans et il attend sagement que Sheila, sa femme, sorte de prison. Et ça ne devrait pas tarder. Alors, le clown, pourquoi le clown? Je n'ai pas pu répondre à cette question puisque Sheila, elle continue de clamer son innocence, donc on ne sait pas pourquoi elle s'est déguisée en clown, on a seulement des théories. Il faut savoir que dans les années 80, on a la Stranger Danger panique. C'est une période à laquelle on a une recrudescence de meurtres et de disparitions d'enfants, à tel point que le président de l'époque, Ronald Reagan, fait une campagne de prévention sur le sujet. Et je pense que le parallèle qu'on peut donc établir avec le clown qui est censé être sympathique, drôle, et qui aime les enfants, tout ça, en fait, il y a un tel contraste avec Stranger Danger. Le clown, techniquement, n'est pas un étranger. Techniquement, tu le connais, le clown. Et donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas cet aspect-là d'adopter le déguisement d'un personnage qui est censé être sympathique et sur lequel on n'a aucun soupçon. C'est la raison pour laquelle John Wayne Gacy a pu faire autant de victimes, parce que c'est vraiment le personnage que tu ne soupçonnes pas. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Marlène était amoureuse des clowns. Elle adorait les clowns, elle avait des petites statuettes, elle avait même une peinture qu'il y avait encore dans sa maison au moment du drame, une peinture qu'elle avait faite elle-même à l'époque où elle était au lycée. Enfin, son amour des clowns datait du lycée. Est-ce que Sheila n'a pas fait ça exprès, sachant que Marlène allait lui ouvrir la porte? C'est fort possible. Évidemment, je me suis posé la question de savoir si Stephen King n'avait pas inspiré Sheila, puisqu'il faut savoir que son livre sort en 1986, donc 4 ans avant le meurtre, et le livre connaît un énorme succès. Alors certes, dans le roman de King, les cibles sont des enfants, mais encore une fois, il y a le lien avec Stranger Danger des années 80. Coïncidence ou pas, il faut savoir que le film télévisé, qui a traumatisé toute une génération dans les années 90, enfin le film est sorti en 1990, et il est sorti au mois de novembre, c'est-à-dire 5 mois après le meurtre de Marlène. Est-ce que ce meurtre, qui a fait la une des journaux et traumatisé le pays, est-ce que ça a inspiré le film télévisé? Beaucoup d'interrogations pour cette affaire. On va finir avec une note Justin, puisque évidemment j'en ai parlé à Justin de cette affaire incroyable, et il m'a parlé de Wrinkles the Clown. Alors, bon, comment te dire? Il y a un documentaire que je n'ai pas encore vu, mais que je compte bien visionner, un documentaire sur Wrinkles, un clown, qui est en réalité un... comment expliquer?
C'est un mec qui se déguise en clown pour faire peur aux enfants à la demande des parents. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Avant de se quitter, je remercie notre sponsor Cyberghost qui offre 83% de réduction. Pour seulement 2,03 € par mois, tu pourras non seulement surfer en toute sécurité, tu seras protégé, mais en plus tu auras un accès complet à tout contenu bloqué sur Internet. N'oublie pas de cliquer sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.